Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours ravi de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Qu'est-ce que c'est que ce monde médiatique où la disparition d'une chanteuse, au demeurant fort charmante et fort sympathique, mais totalement dénuée de voix, fait oublier toutes les tragédies du monde, les conflits proches et lointains qui font rage, causant des milliers de morts et d'innombrables destructions. Ce monde où une épreuve sportive parvient à chasser de nos écrans des problèmes tellement plus importants et souvent dramatiques et tragiques. Mais lorsqu'un conflit fait la une, pourquoi est-ce principalement celui qui oppose la Russie à l'Ukraine, alors que d'autres guerres font davantage de victimes mais sont passés sous silence? Pourquoi cette indignation sélective, encore et toujours? Au Karabakh, que les Arméniens appellent Artsakh, 120 000 habitants, sont privés de tout depuis 7 mois, car leur petit territoire montagneux est assiégé sans que le monde bouge. Le régime azerbaïdjanais du dictateur corrompu Ilham Aliyev impose en effet un blocus implacable depuis décembre 2022. Loin des caméras et privé de la présence d'envoyés spéciaux de nos grands médias, le peuple arménien de l'Artsakh entre dans la phase finale de son agonie. La question de cet été est fort simple. La France, l'Union européenne, l'ONU, vont-ils laisser ce peuple-là mourir sans rien faire alors qu'il leur demande d'intervenir depuis des mois? Le gaz que l'Union européenne achète à l'Azerbaïdjan passe-t-il avant la survie d'un petit peuple qui ne demande qu'à vivre libre sur la terre où ses ancêtres ont vécu depuis des millénaires? Mais si l'Artsakh est oublié, que dire alors des populations de la partie orientale du Congo-Zaïre? Là, c'est depuis 1996 que les morts se comptent par millions. Qui s'en préoccupe? Et quel pays, quelle organisation demande l'imposition de sanctions à l'encontre de l'État qui est la cause des malheurs des Congolais depuis 27 années? Aucun. Aucune. Pourquoi imposer des sanctions à la Russie alors que rien n'est fait pour faire cesser les agissements du Rwanda de Paul Kagame chez le voisin congolais? Ces agissements, ils se poursuivent encore aujourd'hui, causant un désastre humanitaire au Nord Kivu, un désastre malheureusement toujours renouvelé. Médecins sans frontières a récemment lancé un cri d'alarme pour l'Est de la République démocratique du Congo. Cette ONG demande une augmentation rapide de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins des déplacés de cette zone de la RDC. Une crise humanitaire encore aggravée par la résurgence d'une fausse rébellion nommée M23 qui est en fait montée de toutes pièces depuis Kigali par les services de Paul Kagame. Selon MSF, près de 600 000 personnes, dont bien sûr une majorité de femmes et d'enfants, vivent depuis des mois dans des conditions d'extrême précarité, dans des camps sordides aux abords de la grande ville de Goma, au Nord Kivu. Contrairement aux Ukrainiens, ces déplacés intéressent peu nos grands médias. De plus, ils sont aussi victimes de ce qu'il est convenu d'appeler la fatigue des donateurs. Les agences de l'ONU et les ONG qui leur fournissent des vivres et des soins ont de plus en plus de difficultés à trouver les fonds nécessaires pour la poursuite de leurs programmes humanitaires. Sur ces ondes, j'ai bien souvent dénoncé les crimes de masse de l'homme fort de Kigali. Mais depuis la sortie de mon premier livre, en 2003, il y a exactement 20 ans, ce mois-ci, je me suis senti bien seul dans cette dénonciation. Pourquoi est-il si difficile de dire la vérité en révélant le rôle néfaste du Rwanda dans la crise sans fin
qui affectent le Kivu et l'Ituri en République démocratique du Congo. Pourquoi continue-t-on à dérouler le tapis rouge pour Paul Kagame, que ce soit en Europe, en Amérique ou même en Afrique? Pourquoi nos grands médias présentent-ils souvent, pour ne pas dire toujours, le Rwanda comme un modèle de réussite, un pays où le Royaume-Uni voudrait bien caser ses immigrants illégaux à coût de millions de livres sterling? Dans ce contexte de solitude personnelle, car parfois, pendant ces 20 années, j'ai eu l'impression de prêcher dans le désert. La nouvelle de la sortie d'un livre qui brise le silence me réjouit toujours. Et c'est le cas, ces jours-ci, avec le livre de Françoise Germain-Robin et Deo Namujimbo, intitulé « La grande manipulation de Paul Kagame », qui vient de sortir donc et qui est publié aux éditions Arcane 17. Alors, d'abord, une brève présentation des auteurs. Françoise Germain-Robin, j'aurais pu ne jamais la connaître, je la connais maintenant, parce que nos itinéraires sont certainement assez différents, elle et moi. En effet, elle a été et elle est toujours, je crois, une grande journaliste de Radio France, mais aussi et surtout du quotidien L'Humanité. Quant à Deo Namujimbo, c'est un journaliste professionnel congolais, originaire de Bukavu, cette ville qui m'est particulièrement chère puisque j'y ai vécu et travaillé longtemps, et qui, depuis 1996, donc depuis l'invasion de son pays par l'armée rwandaise, a été le témoin des événements et en a parlé sur les ondes de différentes radios. Son propre frère, qui a suivi sa voie et qui a également travaillé dans une radio, la radio Okapi à Goma, a même été assassiné pour avoir dit ce qu'il ne fallait pas dire et pour avoir dénoncé ce qu'il ne fallait pas dénoncer. Deo Namujimbo vit aujourd'hui en France et donc en collaboration avec Françoise Germain-Robin, qui est la spécialiste pour l'humanité de la région des Grands Lacs et du Rwanda, donc, tous les deux ont uni leurs efforts pour écrire ce livre, La grande manipulation de Paul Kagame. Au mois d'août dernier, en 2022, donc, ils m'avaient contacté pour me demander de faire la préface. Je ne dirais pas que j'étais leur premier choix, je crois qu'ils ont essayé, frappé à toutes les portes à Paris, des grands noms de l'humanitaire, mais tous se sont excusés les uns après les autres, ne voulant pas s'associer à cette dénonciation de Paul Kagame. On leur a parlé de moi et c'est donc en dernier recours, je dirais, qu'ils m'ont contacté pour me demander de faire la préface, ce que j'ai accepté. Alors je vais vous en lire une petite partie. Cette préface, je l'ai intitulée « Quel bonheur de ne plus se sentir seul ». Voici ce que j'ai écrit. Il est devenu très difficile de parler ou d'écrire au sujet du Rwanda, ou plus largement de la région des Grands Lacs africains, quand on a une vision ou une expérience qui diffère du récit que je qualifierais de version officielle, constamment reprise à la virgule près depuis 1994 par la plupart des grands médias. Quelle est-elle, cette version officielle des tragiques événements qui ont ensanglanté le Rwanda à partir du 1er octobre 1990 et le Zaïre, devenu République démocratique du Congo depuis octobre 1996 jusqu'à nos jours? Alors ensuite, je fais c'est un peu une satire puisque je reprends les arguments des partisans de Paul Kagame dans leur présentation mensongère des événements qui présentent bien sûr Paul Kagame comme le sauveur de l'humanité qui a mis fin au génocide et qui n'est intervenu au Congo que pour en finir avec le problème des rebelles entre guillemets génocidaires qui menaçaient son pays. Je ne vais pas sur les ondes reprendre tous ces arguments, je ne veux pas me faire le porte-parole de cette version officielle que j'ai démontée bien sûr dans mes livres, en particulier dans Rwanda, 25 années de mensonges.
Alors je reprends ensuite le cours de cette préface. Un grand nombre de Rwandais, ainsi que la majorité des Congolais, savent que la réalité des faits depuis 1990 n'a rien à voir avec ce narratif officiel. Cette réalité est bien plus sinistre, bien plus macabre. Ce Rwanda-là, je ne l'ai découvert qu'en 1996, lorsque je fus envoyé par le Programme alimentaire mondial qui m'employait. En débarquant à Kigali en septembre de cette année-là, je ne connaissais des sanglants événements du début des années 90 que la version des faits présentée par la plupart des médias internationaux. En ce qui concerne le rôle passé de la France dans le pays, je nourrissais des doutes comme bon nombre de Français. Mon évolution ultérieure n'est donc due qu'à ce que j'ai pu observer et comprendre sur place, tant au Rwanda que plus tard en République démocratique du Congo. Comment pourrais-je jamais oublier mon expérience rwandaise? En 1996, c'est dans le cadre d'une évaluation interne que j'avais été envoyé au Rwanda. Cette évaluation concernait la gestion par le PAM de l'aide alimentaire au Rwanda pendant les 2 années qui avaient suivi la fin de la guerre. Je devais alors découvrir les détournements, l'ethnisme, le népotisme, l'inféodation au régime en place. Tout cela était accablant pour l'action du PAM au Rwanda et pour ses responsables, mais depuis la réouverture de son bureau en juillet 1994. Des tonnes de nourriture sortaient des entrepôts du PAM à bord de camions de l'armée patriotique rwandaise sous les yeux désabusés de responsables d'orphelinats qui, eux, devaient attendre des journées entières devant l'entrée de ces mêmes entrepôts avant que l'on daigne leur octroyer des sacs de céréales infestés qu'ils chargeaient sur leurs vieilles camionnettes. Tous les membres clés du personnel local du PAM avaient été recrutés au sein du même groupe ethnique et nombre d'entre eux étaient étroitement liés au régime en place, certains appartenant même au Directorate of Military Intelligence, la redoutable DMI, le service de renseignement militaire de Paul Kagame. À l'époque, dans le rapport que je remis à la fin de mon évaluation, j'avais averti le siège du PAM à Rome qu'après avoir muté le directeur en place à Kigali, il serait extrêmement difficile pour un nouveau directeur de parvenir à effectuer un travail honnête. En effet, comment pourrait-il s'attaquer à la corruption alors que les éléments corrompus étaient directement liés au régime? Ce qui devait arriver arriva. Quelque temps après la remise de mon rapport, le directeur du PAM au Rwanda fut effectivement muté dans un autre pays. Mais 3 mois après son arrivée, le nouveau directeur, un Allemand, fut expulsé après avoir été déclaré persona non grata par les autorités. Un autre directeur, tout à fait inoffensif celui-là, fut alors nommé. Ce Néerlandais parlait un français et un anglais totalement incompréhensibles et, ne voulant rien savoir de ce qui se passait réellement dans le pays, il ne sortait jamais de son bureau ou de sa résidence, préférant passer ses soirées à boire du whisky en regardant CNN jusqu'à l'abrutissement. En 1998, le PAM m'affecta au Rwanda, alors que le rapport que j'avais rédigé un peu plus d'1 an auparavant avait largement circulé. C'est ainsi que je débarquai de nouveau à Kigali en février 1998. Une employée du bureau me prit à part dans un couloir sombre pour me dire que j'étais fou d'être revenu et qu'il valait mieux que je quitte le pays au plus vite, car ma vie était en danger. Très vite, les autorités me placèrent en résidence surveillée et l'on m'interdit d'exercer mes fonctions. 1 mois plus tard, je fus contraint de quitter furtivement le pays. Ce bref séjour me permit d'apprécier la valeur du nouveau directeur du PAM au Rwanda. À plusieurs reprises, lors d'entretiens en tête-à-tête, je tentais de l'alerter sur la situation dans le nord du pays. En effet, j'avais reçu plusieurs témoignages de la part de personnes fiables, rwandaises et étrangères. Leurs récits faisaient état de massacres de civils commis par l'armée patriotique rwandaise dans la préfecture de Ruhengeri lors d'opérations de ratissage. Chaque fois, la réaction du directeur fut très violente. Dans son mauvais français, matiné d'anglais tout aussi mauvais, il me hurla plus qu'il ne me dit, en substance, avant de se remettre à regarder CNN, « Tu ne dois pas écouter ce genre d'histoires, même si elles sont vraies. Il ne faut surtout pas en parler. » Aussi extrêmes qu'ils fussent,
Ces propos du directeur du PAM correspondaient à l'attitude que préféraient adopter à cette époque-là la plupart des responsables humanitaires et des diplomates basés au Rwanda. Tous étaient partisans de ce que l'on pourrait qualifier de politique de l'autruche. Je n'avais pas non plus de préjugés au sujet du Zaïre, où je n'avais fait qu'une brève incursion en avril 1996 pour une mission du PAM. Cette mission m'avait conduit par une piste épouvantable depuis la frontière ougandaise jusqu'à Dungu, dans les camps abritant des réfugiés fuyant la guerre du Soudan du Sud voisin. Je n'ai jamais oublié les sacs de billets zaïrois qu'il m'a fallu transporter, échanger pour quelques dizaines de dollars. Mais ma véritable expérience dans ce qui était devenu la République démocratique du Congo est intervenue bien plus tard à Goma, à Bukavu et à Bunia au début des années 2000, alors que la moitié orientale du pays était occupée par les armées rwandaises et ougandaises, une invasion militaire qui se dissimulait bien mal sous les masques de soi-disant mouvements rebelles ayant pour mission de donner une apparence congolaise à l'occupation étrangère. Ces pseudo-rébellions se déchiraient entre tendances pro-rwandaises et pro-ougandaises, et même, hélas, clairement ethniques, comme en Ituri. Ces affrontements entre Congolais étaient bien sûr attisés depuis Kampala et Kigali, voire par des officiers ougandais et rwandais sur le terrain, chacun voulant étendre sa zone d'influence et ainsi contrôler davantage de mines d'or, de coltan, de diamants ou autres. Durant mes longs séjours dans l'est de la RDC, je me suis occupé de projets humanitaires pour le compte de différentes organisations. L'expérience qui me marqua le plus fut celle de la démobilisation des enfants soldats, lesquels avaient été enrôlés de force par les groupes armés pro-rwandais ou pro-ougandais. Certains avaient même été amenés en Ouganda pour être formés militairement par l'armée ougandaise. D'autres, de jeunes Tutsis congolais, avaient été recrutés directement par l'armée patriotique rwandaise. Ce travail me permit de recueillir des dizaines de témoignages, tous plus accablants les uns que les autres, sur les exactions commises aussi bien par les groupes armés que par les armées d'occupation. Je passe brièvement sur le reste pour aller vers la conclusion de ma préface, dans laquelle je dis « Fort heureusement, depuis quelques années, j'éprouve le sentiment d'être moins isolé. Trop longtemps, il m'avait fallu mener un combat perdu d'avance, tant étaient puissantes les voix des propagandistes du régime de Kigali, toujours très complaisamment relayées par la plupart des grands médias en France et ailleurs. Le combat était par trop inégal, malgré tous mes efforts pour réagir à chaque nouveau mensonge venu de Kigali, en particulier lorsqu'approchait le mois d'avril et les commémorations du génocide. C'est donc avec un sentiment mêlé de surprise et de joie que le 7 août 2022, je reçus un courriel envoyé par deux journalistes, l'un congolais, Deo Namujimbo, et l'autre française, Françoise Germain-Robin. Je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Dans leur message, ils m'expliquaient avoir, à leur tour, entrepris de faire connaître au monde la vérité des événements qui ensanglantaient la région des Grands Lacs depuis les années 90 du siècle dernier. En lisant le manuscrit du livre, je me suis rapidement rendu compte que les deux auteurs avaient accompli ensemble un remarquable travail. Je n'ai aucun doute que La Grande Manipulation de Paul Kagame est un ouvrage qui fera date dans le combat que nous menons pour faire enfin éclater la vérité sur ce qui s'est réellement passé tant au Rwanda qu'au Congo-Zaïre. C'est donc avec enthousiasme que j'ai accepté de rédiger cette modeste préface pour les encourager et pour les féliciter. Deo Namujimbo et Françoise Germain-Robin ont accompli un travail de qualité et surtout ils ont manifesté un grand courage. Car du courage, il en faut beaucoup pour oser dire la vérité sur Paul Kagame et sur les atrocités commises à son instigation. Le tyran de Kigali a prouvé par le passé qu'il ne reculait devant rien pour faire taire toutes les voix dissidentes, tant au Rwanda qu'à l'étranger. Nombreux sont les journalistes ou les témoins gênants qui ont payé de leur vie ou de leur liberté le prix de la vérité. En écrivant ces lignes, j'ai eu une pensée émue pour tous ceux qui, au Rwanda comme au Congo, sont morts ou ont disparu, ou qui ont été emprisonnés après avoir émis une opinion, après avoir écrit un article, après avoir enregistré une chanson,
comme ce fut le cas du malheureux Kizito Mihigo. Il est regrettable que ce soit en France que la vérité ait le plus de difficultés à percer. Pourtant, ce pays est sans doute celui qui a subi le plus d'accusations de la part de Paul Kagame concernant le rôle qu'il aurait joué dans la perpétration du génocide contre les Tutsis. Malgré tous les démentis et toutes les décisions de justice, comme cela a encore été récemment le cas avec le non-lieu rendu par le tribunal judiciaire de Paris, malgré les témoignages de survivants, il est incontestable que l'image de la France a été durablement ternie par les allégations mensongères provenant du régime de Kigali et relayées en France par diverses associations. L'un des nombreux mérites du présent ouvrage est d'ailleurs de démontrer que si le rôle passé de la France au Rwanda a été abondamment commenté, toujours négativement et souvent de manière erronée, ceux des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni ou même de l'Allemagne et d'autres puissances ont pour leur part assez peu été évoqués, analysés depuis 1994. S'il est parfaitement justifié de demander aux autorités françaises d'ouvrir totalement leurs archives, il conviendrait aussi de réclamer à ces États ainsi qu'à l'ONU d'en faire de même. Les archives rwandaises et ougandaises, si elles n'ont pas été détruites, pourraient également être d'un grand intérêt pour le travail de recherche de la vérité. Voici donc, chers amis, des extraits de la préface de ce livre « La grande manipulation de Paul Kagame » qui vient de sortir aux éditions Arcane 17 et qui est maintenant disponible dans toutes les bonnes librairies, y compris à Bastia. Je vous laisse, chers amis auditeurs, avec une chanson venue de Bukavu, de nos amis du groupe Alliance. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'est pas beau.